Bonjour à tous, ce chapitre 6 du cours de calcul formel est consacré à la définition et à l'étude du résultant. On va commencer par sa définition. Alors dans tout ce chapitre, on fixe A un anneau. Alors comme toujours dans ce cours, un anneau sera toujours commutatif et unitaire. On fixe P et Q, deux polynômes à coefficient dans A, dont on suppose qu'ils sont non nuls. Et on note M le degré de P et N le degré de Q. Et on suppose aussi que le couple Mn est différent du couple 0,0, c'est-à-dire qu'on n'étudie pas le cas où les deux polynômes sont constants. Alors, on a besoin juste d'une petite définition, avant de définir vraiment le résultant, ce que c'est que la base anticanonique de A de x en degré inférieur ou égal à n. Donc A de x en degré inférieur ou égal à n, ce qu'on note aussi AN crochet x, c'est le A module formé par les polynômes de degré inférieur ou égal à n. La base anticanonique, c'est simplement la base canonique qu'on ordonne dans l'autre sens. Donc ça commence par xn, ensuite xn-1, etc. Et puis ça se termine par x et 1. On a aussi une notation qui va être très importante. On va noter phi pq, l'application suivante, qui va de a de x en degré plus petit strictement que n. Alors là j'avais défini a de x en degré inférieur ou égal à n, on peut définir de manière analogue a de x en degré strictement plus petit que n, croix a de x en degré strictement plus petit que m, vers a de x en degré strictement plus petit que m plus n, qui a un couple UV associe UP plus VQ. Alors, on voit déjà poindre une genre de relation de Bezout si 1 est dans l'image, mais ça on verra ça plus tard. En tout cas, pour l'instant, on considère juste cette application linéaire, qui est une application alinéaire, et on note cil de PQ, la matrice de phi PQ dans les bases anticanoniques, et on appelle ça la matrice de Sylvester, associée à P et Q. Alors la base anticanonique à l'arrivée, je l'ai définie, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est que la base anticanonique au départ? Donc elle est formée de couples, et il s'agit de xn-1, 0, xn-2, 0, etc., jusqu'à x0, 1, 0, et ensuite on prend les couples avec 0 comme première composante, et puis la base anticanonique de a de x en degré strictement plus petit que m, 0xm-1, 0xm-2, 0x, 0, 1. Donc on prend la base dans cet ordre. Et enfin, qu'est-ce qu'on appelle le résultant? Le résultant de P et Q est le déterminant de la matrice cil PQ. Alors cil PQ est une matrice carrée de taille m plus n, puisque le A module de départ et le A module d'arrivée sont des A modules libres de rang m plus n, et donc c'est une matrice à coefficient dans A. Et donc bien sûr, on le note res de PQ, et c'est un élément de A. Si on a deux polynômes P et Q à coefficient dans A, on a leur résultant qui est un élément de A. Alors, ça appelle un certain nombre de remarques. D'abord, dans ce cours, il est important d'utiliser A en anneau et de pas seulement considérer le cas d'un corps.
Alors bien sûr, si A est un corps, partout où j'ai parlé de A module, il s'agit en fait de A, enfin, d'espace vectoriel sur A, mais vu ce que j'ai fait comme algèbre linéaire, le fait qu'on soit avec un module sur un anneau ne pose aucun problème. J'ai simplement considéré une application linéaire et pris sa matrice dans des bases et j'ai absolument rien fait d'autre. Et ensuite, j'ai pris le déterminant d'une matrice à coefficient dans A. L'intérêt, c'est que si par exemple vous avez des polynômes P et Q à coefficient dans Z, eh bien vous savez que leur résultant est un élément de Z. Alors que si vous aviez la théorie que sur un corps, bah, vous sauriez seulement que c'est un élément de Q. Donc, il y a cette remarque que je voulais faire. Il y a une autre remarque qui est importante, c'est qu'on suppose que le degré de P est égal à M et que le degré de Q est égal à N. Et pas seulement qu'ils sont inférieurs ou égaux à ces bornes, c'est pas seulement des bornes sur les degrés dont on a besoin, c'est vraiment la valeur des degrés. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir un peu tout au long du chapitre. Il faut toujours faire attention au fait que pour écrire le résultant comme un déterminant de Sylvester, il faut connaître exactement les degrés des polynômes. Et dans ce cas-là, la matrice de Sylvester, c'est une matrice dont la taille, c'est la somme des deux degrés. Ensuite, on remarque aussi qu'il y a quelque chose de croisé ici au niveau de la définition de phi pq. Je n'ai pas justifié pourquoi phi pq est bien à valeur dans cet espace de polynôme. En fait, P est de degré M, et U est de degré strictement plus petit que N, c'est-à-dire le degré de Q. Donc quand on fait UP, ce produit est de degré strictement plus petit que degré de P plus degré de Q, c'est-à-dire N plus M. Et pareil pour VQ. Donc là on voit que c'est croisé, c'est-à-dire que le U qui intervient en première position et qui sert à multiplier P, lui a un degré qui est majoré par le degré de Q, qui est le polynôme qui vient en deuxième dans le résultant. Donc il y a quelque chose de croisé à ce niveau-là qui est nécessaire pour avoir à la fin un degré strictement plus petit que M plus N. Donc ça, c'est la définition du résultant en termes de matrice de Sylvester. On aimerait quand même voir exactement à quoi ressemble la matrice de Sylvester. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire maintenant. On va écrire la matrice de Sylvester. Alors pour ça, on va prendre des notations. On va poser P de x égale Vm xm, plus etc., plus V1x plus V0, et Q de x égale Wn xn, plus etc., plus W1x plus W0, avec les coefficients alors V, M et Wn, qui sont non nuls, puisque les polynômes P et Q sont de degrés M et N. Et donc le résultant, c'est le déterminant de la matrice de Sylvester, et la matrice de Sylvester, elle est donnée de la manière suivante, donc Syl PQ, alors, la matrice Syl PQ, alors, on va faire une petite modification. Syl PQ, ça va être la transposée de la matrice de phi PQ dans les bases canoniques. Ça change rien, de toute façon ensuite ce qui nous intéresse c'est le résultant, et le résultant est invariant par transposition, mais ça permet de coller davantage aux notations qui sont en usage habituellement. Alors vu que Syl PQ c'est la transposée de la matrice de phi PQ, la première ligne, elle est donnée par l'image par phi PQ du premier vecteur de la base de départ. Le premier vecteur de la base de départ, c'est xn-1, 0. Quand je prends son image par phi pq, ça fait xn-1 p. Donc je dois développer xn-1 p dans la base ici d'arrivée. Ça, xn-1 p, combien ça fait? C'est xn-1 fois tout ceci. Et donc ça commence par vm, x puissance, m plus n-1, et donc le premier vecteur de la base d'arrivée. Et donc j'ai d'abord vm. Ensuite, j'ai Vm-1, etc. Et ainsi de suite jusqu'à V0. Et ensuite, j'ai que des zéros, parce que ce que je développe, c'est x puissance n-1p. Donc, à partir du coefficient de x puissance n-2, il n'y a plus rien, c'est que des zéros. Donc j'ai 0, 0, et ainsi de suite des zéros. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand je prends l'image du deuxième vecteur? Le deuxième vecteur, c'est x puissance n-2, 0. Je prends son image par phi pq, ça fait x puissance n-2 fois p.
qui s'écrit Vm, x puissance m plus n moins 2, plus etc. Donc, le premier coefficient, celui de x puissance m plus n moins 1, celui-là est nul. Ensuite, j'ai Vm, et ensuite j'ai Vm moins 1, et ainsi de suite. En dessous du V0, je vais avoir V1, ici je vais avoir 0, et ensuite à nouveau des 0. C'est-à-dire que ça va se décaler. La ligne d'après, il y aura 0, 0, Vm, Vm-1, etc. Et tout ça va se décaler à nouveau. Donc, j'aurai comme ça un certain nombre de lignes qui se décalent. Je vais arriver à un moment avec Vm, Vm-1, et à la fin, je vais arriver à V0 ici. Cette ligne-là, ça correspond au moment où je ferai l'image de 1, 0. L'image de 1, 0, c'est simplement P. Donc c'est ce vecteur-là que je dois décomposer sur la base anticanonique de A de x en degré strictement plus petit que m plus n. Et ça me donne plein de 0. Et ensuite Vm, etc. jusqu'à V0. Donc là, j'ai tout un bloc de 0. Et là, j'ai tout un bloc de 0 aussi. Et les coefficients de P qui se décalent, comme ça, vers la droite. Ensuite, je dois prendre... Donc je vous rappelle que je regarde toujours la transposée de la matrice de phi PQ. C'est pour ça que je le fais en ligne, alors que d'habitude on le fait en colonne quand on fait la matrice d'une application linéaire dans des bases. Donc je prends l'image maintenant de 0, xm-1, donc c'est la même histoire que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci ça fait xm-1q, et donc ça fait ça fois x puissance m-1, donc ça commence par wn, donc j'écris maintenant wn, ensuite wn-1, etc. Et ça va jusqu'à w1. Et en fait ce w1, il arrive juste en dessous du Vm, c'est possible de le vérifier, et ici, on a W0, et ensuite que des 0. Ensuite, c'est exactement le même processus, ça se décale, Wn, Wn-1, etc. Bon, en dessous de W1, bien sûr, on va avoir W2, ici W1, ici W0, et ensuite que des 0. Et ensuite, ça se décale ainsi de suite, jusqu'à avoir W0. Ici, on a à nouveau Wn, ça se décale, et on a un bloc de 0. Donc voici la matrice de Sylvester associée au polynôme P et Q. Donc on voit que, une fois qu'on a compris comment ça marche, on l'écrit assez simplement. Simplement, on a le polynôme P, donc on écrit les coefficients sur la première ligne, on complète par des zéros. Ensuite, on décale, on décale, on décale. Combien de fois est-ce qu'il faut décaler? On voit qu'ici, il y a n termes dans cette base. Les n premiers vecteurs sont de la forme x puissance i, 0, donc ça correspond à x puissance i p. Donc, il y a n lignes ici qui correspondent à décaler les coefficients de P. Donc, encore une fois, c'est croisé, comme tout à l'heure. C'est-à-dire que les coefficients de P, P est de degré m, et le nombre de fois où ça apparaît, c'est n. Et ensuite, de la même façon, ici, on a m lignes. De toute façon, la matrice de Sylvester, elle est de taille m plus n. On voit ici aussi qu'on a ce que j'aime bien appeler un genre de carré central. Ici, vous avez ces 4 coefficients ici, qui font un peu la jonction entre les coefficients de P et les coefficients de Q. Ça permet de bien les positionner et vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Et surtout sur la diagonale, vous avez uniquement des Vm, n fois, et ensuite uniquement des W0, m fois. Ça c'est aussi pour bien vérifier qu'on a bien une matrice de Sylvester qui est correcte. Donc, on a cette propriété qui permet de bien voir qu'on ne s'est pas trompé en écrivant la matrice de Sylvester, parce que, avant tout, c'est une façon de calculer un résultant. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous avez vos polynômes, et bien, simplement, pour calculer leur résultant, vous avez ce déterminant. On a vu, au moment de l'algèbre linéaire, qu'un résultant, ça se calcule quand même, un déterminant, ça se calcule en grand O de la taille de la matrice au cube, donc là, ça fait grand O de m plus n au cube, et ça donne une façon très simple, efficace, c'est pas la plus efficace, mais c'est quand même une méthode raisonnable, pour calculer un déterminant, pour calculer un résultant simplement. Et si on veut le faire à la main, bon, si les degrés sont assez petits, on peut écrire la matrice aussi facilement et ça pose pas de problème. Alors, on a maintenant une propriété sur le résultant et même en fait une définition. C'est le discriminant d'un polynôme. Alors, soit P dans A de x, donc toujours le même polynôme, on le suppose
de degré m supérieur ou égal à 1 et tel que P' ne soit pas le polynôme nul. Et on note à nouveau Vm, son coefficient dominant. Alors, on pose discriminant de P égale 1 sur Vm fois moins 1 puissance m, m-1 sur 2 fois le résultant de P et de P'. Et si le degré de P' est égal à m-1, alors ceci, disque P, est un élément de A, et disque P s'appelle le discriminant de P. Alors, j'ai voulu donner une définition un petit peu générale en supposant simplement que P est un coefficient dans un anneau, sans hypothèse sur cet anneau, et en supposant simplement que P' est non nul. Ceci dit, quand on définit comme ça le discriminant, on doit diviser par Vm, et donc cette définition-là n'est pas tout à fait correcte si Vm n'est pas un élément inversible de l'anneau. Donc je vais donner dans la preuve une définition plus précise du discriminant qui sera valable dans ce contexte général, et qui montrera que c'est un élément de l'anneau. Alors, il y a une petite hypothèse sur le degré de P' qui doit être égal à m-1. Ça, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, que quand on calcule le discriminant de deux polynômes, le résultant de deux polynômes, pour pouvoir bien l'écrire comme matrice de Sylvester, etc., il faut connaître le degré exact de chacun des deux polynômes. Et si P' est de degré strictement plus petit que m-1, dans ce cas-là, la matrice de Sylvester n'a pas la taille attendue, le résultant ne se calcule pas de la manière dont on pense, et donc il faut regarder précisément ce qui se passe dans ces cas-là, un peu au cas par cas éventuellement, mais moi c'est pas un cas qui va beaucoup m'intéresser, donc je me restreindrai à ce cas-là. Ah bien sûr, pour que le degré de P' soit strictement plus petit que m-1, il faudrait qu'on soit en caractéristique P, que le degré de P ce soit un multiple de la caractéristique. C'est que dans ce cas-là que le degré de P' va chuter. Donc, comment est-ce qu'on fait pour démontrer ça? Alors ce qu'il y a à démontrer, c'est qu'on peut définir le discriminant même si Vm n'est pas inversible, et aussi que c'est un élément de l'anneau. Et bien simplement, on regarde la matrice de Sylvester de P et de P', on voit que dans la première colonne, il y a seulement deux coefficients qui peuvent être non nuls, qui sont les coefficients dominants de P et de P'. Et ici, les coefficients dominants de P et de P', ce sont donc les coefficients dominants de P et de P' sont Vm et degP fois Vm. Et donc, on peut noter, disons, Sil' de Pp', la matrice obtenue à partir de la matrice de Sylvester Pp', en remplaçant juste dans la première colonne le coefficient Vm par 1 et le coefficient dominant de P', donc qui est Wn avec mes notations. Donc ce coefficient qui vaut degP Vm, donc ça ce serait le Wn, par simplement degP. C'est-à-dire qu'on prend la matrice de Sylvester, on change sa première colonne, on remplace les deux éléments qu'on a par ces deux éléments-là. Alors, le discriminant de P, qu'on peut définir comme étant le déterminant de la matrice Sil' de Pp', c'est un élément de A, puisque c'est le déterminant de cette nouvelle matrice qui est toujours à coefficient dans A. Et quand on multiplie ce discriminant par Vm, eh bien on obtient le déterminant de Sil' Pp', c'est-à-dire le résultant. Alors, là il y a un petit signe quand même, on va dire que le discriminant de P, c'est moins 1 puissance m, m-1 sur 2. Alors ce signe-là, c'est vraiment juste une convention. J'ai essayé dans le cours de vraiment coller aux conventions, disons, les plus fréquentes qu'on rencontre. Et là, c'est celle-ci. Donc, on a défini
le discriminant, on a vu que c'est un élément de l'anneau, donc à condition que degré de P' égale M-1, parce que bien sûr si le degré de P' était strictement plus petit, quand on calculerait la matrice de Sylvester de P et de P', le coefficient dominant de P' ne serait plus deg P fois Vm, puisqu'il faudrait aller chercher en degré plus petit ce qui se passe, et donc là ce serait autre chose, il faudrait regarder, mais ça se passerait différemment. Donc là on a défini le discriminant, on a quand même envie de voir ce qui se passe avec la notion de discriminant qu'on connaissait déjà. Exemple, eh bien, calculer le discriminant d'un polynôme de la forme ax2 plus bx plus c pour ABC dans la noix, avec A non nul, bien sûr. Alors, si A est nul, c'est simplement le discriminant d'un polynôme de degré 1, vous pouvez aussi essayer de le calculer, mais pour un polynôme de degré 2, on va voir que le B2-4AC que vous connaissez déjà n'est pas loin, mais en attendant, je vous laisse faire ce calcul.